Le jour de mon anniversaire, mon père a dit qu'il n'y avait pas assez de gâteaux pour moi, mais il s'est assuré que l'ami de ma sœur est une part en quelques secondes. Je suis restée silencieuse, j'ai pris ma veste, et je suis sortie. Ils m'ont traité d'ingrate. Je n'ai pas discuté. Je parcours ce subreddit depuis des mois, lisant toutes vos incroyables histoires de vengeance, et je n'aurais jamais pensé en avoir une à partager. Mais, nous y voilà. Cela s'est passé il y a 3 ans, mais je suis enfin prête à le raconter. Accrochez-vous, car celle-ci est gratinée. Je m'appelle Kelly, et j'avais 17 ans quand tout cela est arrivé. Pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé a été si dévastateur, je dois vous donner quelques informations sur la dynamique de ma famille. Je suis l'enfant du milieu d'une fratrie de 3. Mon frère aîné, Jake, a toujours été l'enfant chéri, le quarterback vedette, d'excellentes notes, en gros, il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Ma petite sœur, Madison, était la Benjamine. Et à 14 ans, elle était pourri gâtée. Papa l'appelait toujours sa petite princesse, et maman répondait à tous ses caprices. Moi, j'étais juste là. L'enfant du milieu oubliable, qui faisait profil bas, avait des notes correctes, et ne causait pas de problème. En grandissant, j'ai appris très tôt qu'attirer l'attention sur moi se retournait généralement contre moi. Quand j'étais au tableau d'honneur, c'était normal. Quand Jake était au tableau d'honneur, c'était une célébration. Quand Madison réussissait à peine ses classes, c'était, elle fait de son mieux, et elle était récompensée quand même. J'ai arrêté d'attendre un traitement égalitaire vers l'âge de 12 ans. Mais les anniversaires étaient censés être différents. Du moins, c'est ce que je pensais. L'incident s'est produit le jour de mes 17 ans, le 15 mars. J'attendais ce jour avec impatience depuis des semaines, car 17 ans me semblait être une étape si importante. Je me rapprochais enfin de mes 18 ans, de la liberté, de la possibilité de faire mes propres choix. J'avais des attentes modestes, peut-être un dîner dans mon restaurant préféré, rien de chic, juste ce petit restaurant local qui faisait des milkshakes incroyables, un gâteau en famille, et, avec un peu de chance, ce kit de fourniture d'art sur lequel j'avais laissé des indices depuis des mois. La journée a bien commencé. Maman m'a préparé mon petit déjeuner préféré, des pancakes aux myrtilles, et papa s'est souvenu de me souhaiter un joyeux anniversaire avant de partir au travail. Madison m'a même donné une carte qu'elle avait faite elle-même, ce qui était étonnamment gentil. Jake était à l'université, mais il avait appelé la veille pour me souhaiter le meilleur. J'étais optimiste. Le problème a commencé vers 15 heures. L'amie de Madison, Chloé, était là, ce qui n'était pas inhabituel. Ces deux-là étaient inséparables. Mais ce qui était inhabituel, c'était la façon dont maman et papa traitaient Chloé. Ils étaient extrêmement attentifs, lui posant des questions sur sa famille, son école, s'assurant qu'elle était à l'aise, plus attentive qu'ils ne l'avaient été avec moi de toute la journée. En fait, j'ai découvert pourquoi en surprenant maman au téléphone avec la mère de Chloé. Apparemment, les parents de Chloé traversaient un divorce très houleux, et Chloé passait de plus en plus de temps chez nous pour échapper aux disputes. Maman essayait de la faire se sentir la bienvenue et aimée, ce que je comprenais. Vraiment. Chloé était une fille adorable, et si mes parents voulaient l'aider à traverser une période difficile, c'était admirable. Mais c'était quand même mon anniversaire. Vers 17 heures, j'ai demandé à maman ce qu'on faisait pour le dîner. Elle a semblé contrariée et a dit, on a juste commandé des pizzas, parce que la journée a été tellement mouvementée. Aucune mention du restaurant que j'espérais. Quand je lui ai gentiment rappelé que c'était mon anniversaire et que j'ai demandé si on pouvait peut-être sortir, elle a soupiré et a dit, Kelly, ma chérie, Chloé est là, et elle traverse une période très difficile en ce moment. Ne peut-on pas simplement passer une soirée tranquille à la maison? J'ai ravalé ma déception et j'ai dit d'accord. La pizza, c'était bien. Au moins, on aurait du gâteau, n'est-ce pas? Le dîner a été gênant. Papa a à peine levé les yeux de son téléphone. Maman n'arrêtait pas de s'occuper de Chloé, et Madison était aussi dramatique que d'habitude, racontant des histoires élaborées sur sa journée, qui tournaient toujours, d'une manière ou d'une autre, autour d'elle. J'ai essayé de participer à la conversation plusieurs fois, mais on me coupait la parole ou on m'ignorait. Chloé, à son crédit, a essayé de m'inclure, mais elle était clairement préoccupée par ses propres problèmes et n'était pas vraiment concentrée sur qui que ce soit d'autre. Après le dîner, maman a apporté le gâteau. C'était un petit gâteau au chocolat acheté en magasin, même pas mon parfum préféré, qui est la fraise. Mais peu importe, c'était un gâteau,
et c'était mon anniversaire. J'essayais de rester positive. C'est à ce moment-là que tout a dérapé. Maman a commencé à couper le gâteau en parts. Elle a donné la première part à Chloé, parce que, tu es notre invitée, ma chérie. D'accord, très bien. Je pouvais vivre avec ça. La deuxième part est allée à Madison, la troisième à papa. J'étais assise là, la reine de la fête, attendant ma part. Au lieu de cela, maman a regardé le reste du gâteau, a froncé les sourcils, et a dit, oh, non. Je ne pense pas qu'il en reste assez pour tout le monde. Je l'ai regardée, stupéfaite. Comment ça? Il reste au moins la moitié du gâteau. Maman a agité la main d'un air dédaigneux. Eh bien, Chloé devrait en avoir une deuxième part si elle le souhaite, et Madison en voudra une autre plus tard. Et ton père a toujours envie de sucrer après le dîner. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Mais c'est mon anniversaire. C'est à ce moment-là que papa a levé les yeux de son téléphone pour la première fois de la soirée. Kelly, ne sois pas égoïste. Nous avons une invitée, et Chloé a besoin d'un peu de douceur dans sa vie en ce moment. Tu es assez grande pour comprendre que parfois, nous devons faire passer les autres en premier. Je suis restée assise là, dans un silence stupéfait, pendant que maman coupait une autre part pour Chloé, qui avait l'air mortifiée et a essayé de la refuser. Vraiment, Madame Johnson, je n'ai pas besoin d'une autre part, a dit Chloé, me jetant un regard plein de culpabilité. N'importe quoi, a dit maman d'un ton enjoué. Tu n'as que la peau sur les os. Tu dois manger plus. Madison, inconsciente comme toujours, avait déjà fini sa part et lorgnait à nouveau sur le gâteau. Je peux en avoir une autre part, moi aussi? Bien sûr, princesse, a dit papa, sans même me regarder. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de savoir s'il y avait assez de gâteaux. Il s'agissait du fait que ma famille se fichait complètement que ce soit mon anniversaire. J'étais si peu importante pour eux que le jour de mon propre anniversaire, je passais après une invitée, après la potentielle deuxième part de ma sœur, après l'hypothétique envie de sucrer de mon père. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais soudain, je me suis senti complètement calme. La blessure était toujours là, brûlant dans ma poitrine comme de l'acide, mais elle était recouverte d'une étrange clarté froide. Je me suis levé tranquillement, j'ai pris ma veste sur le dossier de ma chaise, et je me suis dirigé vers la porte. « Où vas-tu » a demandé maman, d'un ton plus agacé qu'inquiet. « Dehors » ai-je dit simplement. « C'est ton anniversaire » a dit Madison, comme si elle venait de s'en souvenir. « Tu ne veux pas de gâteau » J'ai regardé la table, le gâteau que tout le monde sauf moi avait pu manger. Ma famille, qui n'avait même pas pris la peine de s'assurer que la reine de la fête ait une part de son propre gâteau. La pauvre Chloé, qui se ratatinait pratiquement sur sa chaise de honte. Apparemment, il n'y en a pas assez pour moi, ai-je dit doucement. Papa a frappé la table de sa main. Ne sois pas si dramatique, Kelly. Tu te comportes comme une gamine ingrate. Vois-tu ce que traverse Chloé? Toute sa famille s'effondre, et tu fais une crise parce que tu dois attendre 5 minutes pour du gâteau. Je ne fais pas de crise, ai-je dit. Et ce n'était pas le cas. Ma voix était stable. Calme. Je m'en vais. Si tu sors par cette porte, n'espère pas qu'on te garde du gâteau, a crié maman derrière moi. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de porte. Je n'y penserai même pas, j'ai passé mon 17e anniversaire à errer dans notre quartier dans le noir, pleurant des larmes de colère et pensant à quel point j'étais devenu invisible dans ma propre famille. J'ai fini par atterrir au restaurant ouvert 24h24, celui où j'avais voulu aller pour dîner, et j'ai utilisé l'argent de mon babysitting pour m'acheter une part de tarte aux fraises et un milkshake. La serveuse, une femme gentille nommée Dolores, qui m'avait déjà vu là, a remarqué que j'avais l'air contrarié et m'a demandé si ça allait. Quand je lui ai dit que c'était mon anniversaire et que je le fêtais seul, elle a semblé si triste que j'ai failli me remettre à pleurer. Elle m'a apporté une deuxième part de tarte avec une bougie dessus et m'a chanté « Joyeux anniversaire » là, dans le restaurant. C'est la seule fois que quelqu'un m'a chanté cette chanson ce jour-là. Je suis rentré vers 23h pour trouver la maison sombre et silencieuse. Tout le monde était couché. Le gâteau était toujours sur le comptoir de la cuisine, et j'ai pu voir que Madison avait effectivement eu sa deuxième part. Il restait peut-être une seule part de mon propre gâteau d'anniversaire. Je ne l'ai pas prise. Je suis juste allé me coucher. Le lendemain matin, maman était furieuse contre moi. Elle m'a accusé d'avoir gâché ma propre fête d'anniversaire,
d'être égoïste et en quête d'attention, et d'avoir mis la pauvre Chloé mal à l'aise. Papa a à peine reconnu ce qui s'était passé, se contentant de marmonner quelque chose sur les adolescents qui sont dramatiques. Madison m'a carrément demandé pourquoi j'étais parti sans manger de gâteau, comme si elle ne comprenait vraiment pas pourquoi cela aurait pu être blessant. Personne ne s'est excusé. Personne ne semblait penser qu'ils avaient fait quoi que ce soit de mal. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier. Maintenant, voici la partie vengeance, et la raison pour laquelle je poste ceci sur ce subreddit. Parce que je n'ai pas laissé passer. Je ne pouvais pas. Cet anniversaire m'a montré exactement où je me situais dans les priorités de ma famille. Et j'ai décidé que s'ils voulaient me traiter comme si je n'avais pas d'importance, je leur montrerais ce que c'était quand je n'étais vraiment plus là. La première chose que j'ai faite a été de commencer à tout documenter. Chaque fois que j'étais négligé, ignoré ou traité comme moins importante que Jake ou Madison, je l'écrivais. Chaque événement familial où mes réussites étaient minimisées ou oubliées, chaque dîner où mes préférences étaient rejetées, chaque conversation où j'étais interrompu ou où l'on parlait par-dessus moi, j'ai tout enregistré. J'ai également commencé à prêter une attention plus particulière aux finances familiales, ce qui peut paraître étrange, mais suivez-moi. Voyez-vous, je faisais la plupart des courses parce que maman était toujours trop occupée et Madison trop jeune. Je tenais les comptes parce que papa était nul en chiffres et que Jake était à l'université. Je savais exactement combien d'argent entrait et sortait de notre foyer chaque mois. Ce que j'ai découvert, c'est que mes parents dépensaient une fortune pour les activités et la vie sociale de Madison, cours de danse, cheerleading, vêtements chers, billets de concert, dîners entre amis, des centaines d'euros chaque mois. Les dépenses universitaires de Jake étaient évidemment élevées, mais c'était attendu et nécessaire. Mais moi? Mes fournitures d'art provenaient de l'argent de mon babysitting. Mes vêtements étaient principalement des vêtements de seconde main ou des articles en solde. Quand j'avais demandé une voiture pour mon 16e anniversaire, on m'avait dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. Mais Madison avait reçu un iPhone tout neuf le même mois. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement invisible émotionnellement dans ma famille, j'étais aussi invisible financièrement. Ils budgétisaient littéralement autour de moi. Alors, j'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie. Pas une fugue, ce serait stupide et dangereux, mais un retrait systématique de la dynamique familiale qui leur ferait réaliser à quel point ils dépendaient de moi. La première phase était subtile. J'ai arrêté de faire les choses supplémentaires que je faisais normalement sans qu'on me le demande. J'ai arrêté de ramasser derrière Madison, de la couvrir quand elle oubliait de faire ses corvées, de l'aider avec ses devoirs. Quand maman me demandait de faire des courses ou des tâches ménagères supplémentaires, j'ai commencé à dire que j'étais occupé ou que j'avais des projets. Pas d'une manière provocante, juste de manière factuelle, comme le faisait Jake quand il ne voulait pas faire quelque chose. J'ai aussi cessé d'être aussi disponible pour les activités familiales. Quand il planifiait des sorties ou des soirées cinéma en famille, j'avais souvent d'autres projets, ce qui signifiait généralement aller à la bibliothèque, rendre visite à Dolores au restaurant, ou simplement faire de longues promenades. J'étais toujours poli à ce sujet, jamais impoli ou dramatique. J'étais juste moins présente. Les changements étaient minimes au début, mais je pouvais les voir s'accumuler. Madison a commencé à avoir des problèmes à l'école parce que je ne l'aidais plus à s'organiser. La maison était plus en désordre parce que je ne nettoyais plus automatiquement les catastrophes des autres. Maman a dû commencer à faire ses propres courses, ce qu'elle détestait car cela empiétait sur son temps social. Mais il ne s'en rendait toujours pas vraiment compte, pas consciemment. Il savait juste que les choses étaient devenues plus difficiles, sans pouvoir mettre le doigt sur la raison. La phase 2 a commencé environ 2 mois après mon anniversaire. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un magasin de fournitures d'art local, ce qui servait plusieurs objectifs. Premièrement, cela me donnait de l'argent de poche, donc je n'étais plus dépendante de mes parents pour quoi que ce soit. Deuxièmement, cela me donnait une raison légitime d'être encore plus souvent hors de la maison. Troisièmement, et c'est le plus important, cela m'a mis en contact avec d'autres personnes qui appréciaient réellement mes talents. Ma patronne, Madame Chen, était une professeure d'art à la retraite qui a immédiatement reconnu mon potentiel. Elle a commencé à me confier des responsabilités supplémentaires, me laissant aider aux ateliers du magasin et même exposer certaines de mes œuvres dans la vitrine. Pour la première fois depuis des années, je me sentais valorisé et apprécié. J'ai aussi commencé à me faire de vrais amis, pas seulement des connaissances de l'école. D'autres jeunes qui travaillaient au magasin, des artistes adultes qui venaient chercher des fournitures, des personnes âgées qui assistaient aux cours de peinture. Soudain,
j'avais tout un cercle social qui n'avait rien à voir avec ma famille. Plus je me connectais à ce nouveau monde, plus je réalisais à quel point mon environnement familial était devenu toxique. Il n'y avait pas que l'incident du gâteau d'anniversaire, ce n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était des années à être négligé, minimisé et traité comme si mes sentiments et mes besoins n'avaient pas d'importance. Mais je n'étais toujours pas prête à les confronter directement. Au lieu de cela, je suis passé à la phase 3. La phase 3 concernait l'indépendance financière et la planification de mes études supérieures. J'ai commencé à rechercher des bourses d'études, des subventions et des programmes d'aide financière. J'ai rencontré ma conseillère d'orientation pour discuter de mes options. J'ai passé des examens blancs du SAT et j'ai commencé à préparer mes dossiers de candidature. Ce que j'ai découvert, c'est que j'étais en fait une très bonne candidate pour plusieurs bourses d'art. Mes notes étaient bonnes, mon portfolio était impressionnant, et j'avais une histoire personnelle convaincante sur le fait de surmonter des défis. Madame Chen a même proposé de m'écrire une lettre de recommandation. Le clou du spectacle ? J'ai trouvé un programme de bourse complète dans une prestigieuse école d'art en Californie. Frais de scolarité, logement et nourriture, plus une allocation pour les fournitures. C'était incroyablement compétitif, mais Madame Chen pensait que j'avais une réelle chance. J'ai passé des mois à préparer ma candidature en secret. J'utilisais les ordinateurs de l'école et de la bibliothèque pour que mes parents ne voient pas sur quoi je travaillais. J'ai fait photographier mon portfolio par un professionnel, en utilisant l'argent de mon travail. J'ai écrit essai après essai sur mon parcours artistique et mes objectifs pour l'avenir. Je n'ai rien dit de tout cela à ma famille. Pour autant qu'ils le sachent, je travaillais juste au magasin d'art et je faisais mes devoirs habituels. Ils ne m'ont jamais posé de questions sur mes projets universitaires, n'ont jamais montré d'intérêt pour mes œuvres, ne se sont jamais demandé pourquoi je passais autant de temps à la bibliothèque. En décembre, 8 mois après mon 17e anniversaire, j'ai reçu la lettre d'acceptation, bourse complète au California Institute of the Arts. J'ai littéralement pleuré en l'ouvrant. Non seulement parce que j'étais admise, mais parce que cela signifiait que j'allais être libre. Je n'ai toujours rien dit à ma famille. Il me restait une phase à accomplir. La phase 4 était la partie la plus satisfaisante de mon plan, et elle était centrée sur le 15e anniversaire de Madison en février. Voyez-vous, Madison parlait de son anniversaire depuis des mois. Elle voulait une énorme fête avec tous ses amis, un DJ professionnel, un traiteur, la totale. Maman et papa étaient totalement d'accord, bien sûr, prévoyant déjà de dépenser plus pour sa fête qu'ils n'avaient dépensé pour moi pendant toute l'année précédente. Mais voilà le hic, j'avais été celle qui organisait les célébrations familiales depuis des années. J'étais celle qui se souvenait de commander les gâteaux, qui coordonnait les emplois du temps, qui s'assurait que tous les détails étaient gérés. J'étais l'organisatrice d'événements non officiels de la famille, et j'étais sacrément douée pour ça. Alors, quand la planification de l'anniversaire de Madison a commencé à s'intensifier en janvier, je n'ai tout simplement pas aidé. Quand maman m'a demandé de rechercher des traiteurs, j'ai dit que j'étais occupé par le travail. Quand elle m'a demandé d'aider à coordonner avec les amis de Madison, j'ai dit que Madison était assez grande pour gérer ses propres invitations. Quand elle m'a demandé d'aller chercher des fournitures pour la fête, je lui ai rappelé que je n'avais pas de voiture et que mon horaire de travail était très chargé. Je n'ai pas été impolie à ce sujet. Je n'ai pas été provocante. J'étais juste indisponible. Le résultat fut un chaos prévisible. Maman n'avait jamais organisé de fête toute seule auparavant et n'avait aucune idée du travail que cela impliquait. Papa oubliait sans cesse de suivre les choses qu'il avait promises de gérer. Madison supposait que tout était pris en charge et n'a pas levé le petit doigt pour aider. 2 semaines avant la fête, ils ont réalisé qu'ils avaient de gros problèmes. La salle qu'ils voulaient était réservée. Le traiteur avec qui ils avaient parlé n'avait jamais reçu d'acompte et avait donné leur date à quelqu'un d'autre. La moitié des amis de Madison n'avaient pas reçu d'invitation parce que personne ne les avait réellement envoyés. C'est à ce moment-là que maman est venue me voir, en panique. « Kelly, ma chérie, j'ai besoin de ton aide pour la fête de Madison. Tout s'écroule, et tu es si douée pour organiser ces choses. » J'ai levé les yeux de mes devoirs, des essais de candidature pour l'université, en fait, mais elle ne le savait pas, et j'ai dit calmement, « Je suis désolé, maman, mais je suis vraiment débordé par le travail et l'école en ce moment. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Mais Kelly, tu sais à quel point c'est important pour ta sœur. Elle attend cette fête avec impatience depuis des mois. Je sais, ai-je dit.
Tout comme j'attendais avec impatience mon dîner d'anniversaire au restaurant. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le prévoit, n'est-ce pas? Maman m'a regardé un instant, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle commençait à réaliser que ma serviabilité n'était pas automatique, n'était pas garantie, mais elle ne faisait toujours pas le lien avec la façon dont il m'avait traité. Kelly, s'il te plaît. Je sais que tu es contrarié à propos de ton anniversaire, mais je ne suis pas contrarié, ai-je interrompu, et je le pensais. Je suis juste occupé. Tu as réussi à organiser la fête de remise de diplôme de GEC sans moi, et tu as organisé tous ces événements pour l'équipe de danse de Madison. Je suis sûr que l'anniversaire de Madison se passera bien. Ça ne s'est pas bien passé, bien sûr. Ils ont fini par devoir organiser une fête de dernière minute chez nous, avec des décorations achetées en magasin et des pizzas. Madison a pleuré quand elle a réalisé que la fête de ses rêves n'aurait pas lieu. Papa a blâmé maman pour sa mauvaise planification. Maman a blâmé tout le monde de ne pas avoir assez aidé. Et pendant tout ce temps, je suis resté parfaitement calme et poli. J'ai même aidé à nettoyer après, parce que je ne suis pas un monstre. Mais je n'ai pas sauvé la situation. Je ne suis pas intervenu avec une solution magique. Je n'ai pas sacrifié mes propres projets pour que tout soit parfait. La situation du gâteau d'anniversaire était particulièrement poétique. Maman avait commandé un gâteau personnalisé dans une pâtisserie chère, mais à cause de tout le chaos, elle a oublié d'aller le chercher. La pâtisserie a fini par le vendre à un autre client. Ainsi, le gâteau du 15e anniversaire de Madison était un gâteau de supermarché, décoré à la hâte avec des bougies dépareillées. Quand Madison s'est plainte du gâteau, papa a carrément dit « Au moins, tu as eu un gâteau ». Certaines personnes seraient reconnaissantes d'avoir simplement leur famille pour célébrer avec elles. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mais le véritable point culminant est arrivé 2 semaines plus tard, lorsque j'ai reçu une nouvelle inattendue qui allait tout changer. J'étais au travail quand Madame Chen m'a appelé dans son bureau avec un immense sourire. Elle venait de raccrocher avec quelqu'un de Calard. Non seulement j'avais été accepté avec une bourse complète, mais ils m'offraient également une place dans leur prestigieux programme préuniversitaire d'été. Je pourrais commencer à suivre des cours immédiatement après l'obtention de mon diplôme de fin d'études secondaires, ce qui me donnerait une longueur d'avance sur mon diplôme. Il y avait juste un hic, je devais accepter l'offre dans la semaine, et j'avais besoin de la signature d'un parent sur certains des documents, puisque j'avais encore 17 ans. C'était ça, le moment que j'avais préparé pendant près d'1 an. Le moment de révéler mon plan magistral. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai trouvé ma famille dans ses positions habituelles, papa regardant la télé, maman faisant défiler Facebook, Madison sur son téléphone. Un mardi soir normal chez les Johnson. J'ai des nouvelles à vous annoncer, ai-je déclaré. Presque personne n'a levé les yeux. Papa a grogné en signe d'acquiescement. Maman a dit, c'est bien, ma chérie, sans quitter son écran des yeux. Madison m'a complètement ignoré. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti la lettre d'acceptation. J'ai été accepté au California Institute of the Arts avec une bourse complète. Je partirai pour la Californie juste après la remise des diplômes. Cela a attiré leur attention. La tête de papa s'est redressée d'un coup. De quoi parles-tu? Le téléphone de maman est tombé par terre avec un bruit sourd. La Californie? Kelly, que veux-tu dire, la Californie? Madison m'a finalement regardé, confuse. Attends, tu pars? J'ai tendu la lettre d'acceptation à papa. Son visage a traversé une série d'expressions pendant qu'il lisait, confusion, surprise, puis quelque chose qui aurait pu être de la fierté, si j'étais généreuse. C'est une très bonne école, Kelly. Et une bourse complète. Il a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quand as-tu postulé à l'université? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu postulais à l'université? Je travaille sur mes dossiers de candidature depuis l'été dernier, ai-je dit calmement. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait. Vous ne m'avez jamais posé de questions sur mes projets universitaires. Maman lisait frénétiquement par-dessus l'épaule de papa. Mais Kelly, la Californie, c'est si loin. Et le community college? Et rester près de la famille. Et alors, ai-je demandé. La question est restée en suspens un moment. Et la famille? Et la famille qui a oublié mon dîner d'anniversaire, qui n'a pas pu me garder une part de mon propre gâteau d'anniversaire, qui ne m'a jamais interrogé sur mes rêves,
mes objectifs ou mes projets pour l'avenir. Madison commençait à paniquer. Mais qui va m'aider avec mes devoirs? Qui va me conduire quelque part quand maman est occupée? Tu te débrouilleras, ai-je dit, reprenant les mots que j'avais si souvent entendus quand j'avais besoin d'aide. Papa fixait toujours la lettre. Kelly, c'est incroyable. Je n'avais aucune idée que tu étais si talentueuse. Regarde le montant de cette bourse. C'est plus d'argent que ce que nous gagnons en 6 mois. Maintenant, il était impressionné. Maintenant qu'il y avait un chiffre attaché à mes capacités, soudain, j'avais de l'importance. Il y a des papiers que vous devez signer, ai-je dit, en sortant le dossier d'inscription. Je les ai besoin pour vendredi. Bien sûr, a dit papa, toujours sous le choc. On devrait fêter ça. C'est une nouvelle incroyable. Kelly, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais si sérieuse au sujet de l'art? Je l'ai regardé pendant un long moment. Quand est-ce que tu m'as déjà interrogé sur mon art? Silence. Parce qu'il ne se souvenait pas l'avoir fait, parce qu'il ne l'avait jamais fait. Maman est intervenue, essayant de désamorcer le moment gênant. On devrait sortir dîner pour fêter ça. Où voudrais-tu aller? Le restaurant sur la 5e rue, ai-je dit immédiatement. Oh, mais ils ne prennent pas de réservation, et il y a toujours tellement d'attentes. Alors, je suppose qu'on ne fête rien, ai-je dit en haussant les épaules. L'expression sur son visage était inestimable. Elle commençait enfin à comprendre que ses préférences et sa commodité n'étaient pas automatiquement plus importantes que les miennes. Nous avons fini par aller au restaurant ce soir-là. Nous avons attendu 45 minutes pour une table, exactement comme maman l'avait prédit. Mais pour la première fois depuis des années, ma famille a réellement écouté quand je parlais. Ils m'ont posé des questions sur mes projets, sur l'école, sur mes œuvres. Papa a même demandé à voir mon portfolio, ce qui ne l'avait jamais intéressé auparavant. Ça faisait du bien, mais ça sonnait aussi creux, comme si c'était trop peu, trop tard. Au cours des jours suivants, alors que la nouvelle de ma bourse se répandait, j'ai vu le comportement de ma famille envers moi changer radicalement. Soudain, j'étais la talentueuse, l'artiste, la fille dont ils étaient si fiers. Les amis de mes parents, qui avaient à peine reconnu mon existence auparavant, me posaient soudain des questions sur mes œuvres et mes projets universitaires. J'ai qu'à appeler de l'université pour me féliciter, et même lui a admis qu'il n'avait pas réalisé à quel point j'étais sérieuse au sujet de l'art. Je pensais juste que c'était un passe-temps, a-t-il dit. Je n'avais aucune idée que tu étais assez douée pour une bourse comme celle-ci. Et même Madison a commencé à me traiter différemment. Elle a commencé à me demander mon avis sur les choses, à vouloir passer du temps avec moi, soudainement intéressée par l'art. C'était comme si elle avait réalisé que j'étais une personne avec de la valeur, pas seulement une aide aux devoirs et une solutionneuse de problèmes intégrés. Mais voilà le truc avec la vengeance. Même quand elle fonctionne parfaitement, même quand on obtient tout ce qu'on voulait, elle ne guérit pas vraiment la blessure qu'il a causée. Ne vous méprenez pas, j'étais ravi d'aller à l'université. J'étais excité par mon avenir, fier de ce que j'avais accompli, soulagé de savoir que je serais bientôt libre. Mais je ressentais aussi cette profonde tristesse à propos de ma famille, car maintenant qu'ils me prêtaient enfin attention, je pouvais entrevoir ce que nos relations auraient pu être depuis le début. La veille de mon départ pour la Californie, maman est entrée dans ma chambre pendant que je faisais mes valises. Elle s'est assise sur mon lit et m'a regardé plier des vêtements pendant quelques minutes avant de parler. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit doucement. J'ai arrêté de faire mes valises et je les regardais. Ton anniversaire l'année dernière. J'étais tellement concentré sur le fait d'aider Chloé à traverser le divorce de ses parents que j'ai complètement oublié que c'était censé être ta journée spéciale. Ce n'était pas juste pour toi. Ce n'était pas juste l'anniversaire, maman, ai-je dit. C'était tout, depuis des années. Tout. Elle a hoché la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Je sais. Je sais. Et je suis tellement désolé, Kelly. Je ne sais pas comment on en est arrivé là avec toi. Tu as toujours été si indépendante, si capable, si facile. Jake avait besoin de tellement d'attention avec ses sports et sa préparation pour l'université, et Madison a toujours été si dramatique et exigeante. Tu semblais juste avoir tout compris toute seule. Je n'avais pas tout compris, ai-je dit. J'avais juste peur de demander de l'aide parce que je ne pensais pas que ça vous importait. Maman s'est mise à pleurer alors, vraiment à pleurer. Bien sûr que ça nous importait.
Ça nous importe tellement. Tu es notre fille, Kelly. On t'aime. Je sais que vous m'aimez, ai-je dit, et je le pensais. Mais l'amour, ce n'est pas la même chose que l'attention. L'amour, ce n'est pas la même chose que de faire en sorte que quelqu'un se sente valorisé. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure cette nuit-là, vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle m'a raconté à quel point elle avait été dépassée en essayant de gérer les besoins de tout le monde, comment elle avait pris mon autosuffisance pour acquise, comment elle avait supposé que je savais à quel point elle était fière de moi, même si elle ne le disait jamais. Je lui ai parlé du sentiment d'invisibilité, des années de petites vexations et de moments négligés, de la façon dont l'incident du gâteau d'anniversaire avait été la goutte d'eau qui m'avait fait réaliser que je devais créer mon propre chemin. J'aurais aimé que tu nous dises ce que tu ressentais, a-t-elle dit. J'aurais aimé que vous me le demandiez, ai-je répondu. Papa et moi avons eu une conversation similaire le lendemain matin. Il a admis qu'il avait été tellement concentré sur les réussites de Jake et les besoins de Madison qu'il s'était en quelque sorte convaincu que je n'avais pas besoin du même niveau d'attention. Il était fier de mon indépendance, mais a réalisé qu'il s'en était servi comme excuse pour ne pas s'engager autant avec moi. Je vois maintenant que nous t'avons laissé tomber, a-t-il dit. Pas intentionnellement, mais nous t'avons laissé tomber quand même. Et regarde ce que tu as accompli malgré nous. Peut-être grâce à nous, mais j'aurais aimé que ce soit différent. L'adieu de Madison a été le plus difficile. Elle n'avait que 15 ans, et je pouvais voir qu'elle ne comprenait vraiment pas comment son comportement avait contribué à la dynamique familiale. Dans son esprit, elle avait juste été elle-même, et tout le monde était responsable de s'adapter à ses besoins. Tu vas tellement me manquer, a-t-elle pleuré en me serrant dans ses bras. Qui va m'aider à comprendre les choses? Toi, ai-je dit. Tu es intelligente, Madison. Tu n'as pas besoin de moi pour résoudre tes problèmes. Mais si je me trompe? Alors tu apprendras de tes erreurs. C'est comme ça qu'on grandit. Jake est descendu de l'université pour me dire au revoir, ce qui a beaucoup compté pour moi. Il s'est excusé aussi, d'avoir été si absorbé par sa propre vie qu'il n'avait jamais remarqué comment j'étais traité à la maison. J'ai toujours pensé que tu allais bien, a-t-il dit. Tu semblais si posé, si sûr de toi. Je n'ai jamais réalisé que tu avais des difficultés. Je n'avais pas de difficultés, ai-je dit. Je m'adaptais. Il y a une différence. Alors que je chargeais mes bagages dans la voiture de papa pour aller à l'aéroport, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, de la tristesse de partir, de l'excitation pour mon avenir, de la satisfaction que mon plan ait fonctionné, et une étrange sorte de pardon pour ma famille. Parce que voici ce que j'ai appris de toute cette expérience, mes parents n'étaient pas des gens mauvais. Ils n'essayaient pas délibérément de me blesser. C'étaient juste des humains imparfaits qui ont fait des erreurs, qui se sont laissés emporter par leur propre vie et leurs propres besoins, qui ont pris pour acquis l'enfant facile tout en se concentrant sur ceux qui faisaient le plus de bruit. Cela n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Cela n'efface pas les années de sentiments d'insignifiance. Mais cela signifie que ma vengeance, bien que satisfaisante, visait finalement plus qu'à leur rendre l'appareil. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'avais de l'importance, que j'avais de la valeur, que je pouvais créer mes propres opportunités, même lorsque les personnes qui étaient censées me soutenir ne le faisaient pas. Le vol pour la Californie était la première fois que je prenais l'avion seul, la première fois que j'étais à plus de 150 km de chez moi. Alors que nous décollions et que je regardais ma ville natale devenir de plus en plus petite en dessous de moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, une liberté totale d'être qui je voulais être. L'université était tout ce dont j'avais rêvé, et plus encore. Je me suis plongé dans mon art, je me suis fait des amis incroyables, j'ai travaillé avec des professeurs qui ont vu mon potentiel et m'ont poussé à grandir. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un environnement où mes talents étaient reconnus et valorisés, où je n'étais pas en compétition avec mes frères et sœurs pour l'attention, où je pouvais simplement être Kelly. J'appelais régulièrement à la maison, et lentement, mes relations avec ma famille ont commencé à s'améliorer. C'était plus facile de les apprécier quand je ne vivais pas sous leur toit, quand leur attention, ou son absence, n'était pas ma principale source de validation. Madison a commencé à mieux réussir à l'école une fois qu'elle a dû compter sur elle-même au lieu de moi. Elle est en fait assez capable quand elle doit l'être, et elle a développé plus d'empathie en vieillissant. Elle m'envoie encore régulièrement des textos pour me demander des conseils, mais maintenant, cela ressemble plus à un choix qu'à une obligation. Jake et moi sommes devenus beaucoup plus proches. Il me rend parfois visite en Californie, et nous avons eu de nombreuses conversations honnêtes sur notre enfance et la dynamique familiale.
Il a admis qu'il était assez égocentrique au lycée et à l'université, et il a fait un réel effort pour être un meilleur frère. Maman et papa ont également changé. Ils sont plus attentifs quand je suis à la maison, plus intéressés par ma vie et mes réalisations. Papa a même accroché certaines de mes œuvres dans son bureau maintenant, et il adore parler de sa fille, l'artiste. Maman s'efforce de planifier des activités en fonction de mes préférences lorsque je lui rends visite. Ce n'est pas parfait. Nous avons toujours nos problèmes, et je ne pense pas que je me remettrai un jour complètement du sentiment d'avoir été une pensée secondaire pendant tant d'années. Mais nous sommes dans une bien meilleure situation qu'à mon départ. Le meilleur dans tout ça? L'année dernière, pour mon 20e anniversaire, ils ont pris l'avion pour la Californie pour me rendre visite. Nous sommes allés dans ce petit restaurant incroyable que je voulais essayer. Et après, maman m'a présenté un gâteau aux fraises fait maison, mon parfum préféré avec 20 bougies. Je sais que je ne peux pas rattraper cet anniversaire d'il y a 3 ans, a-t-elle dit. Mais je voulais que tu saches que je me souviens maintenant. Je me souviens de ce que tu aimes, de ce qui compte pour toi, de l'importance que tu as pour notre famille. J'ai un peu pleuré quand elle a dit ça. Des larmes de joie, pour une fois. Mais voici le vrai coup de théâtre, la partie qui donne à toute cette histoire un sentiment de justice poétique parfaite. Vous vous souvenez de Chloé, l'amie de Madison qui était à mon dîner de 17e anniversaire? La fille qui a eu du gâteau quand moi non. J'ai croisé sa mère à l'épicerie à Noël dernier, quand j'étais à la maison pour les vacances. Nous avons commencé à discuter, et elle a mentionné à quel point elle avait toujours été reconnaissante envers notre famille pour avoir été si gentille avec Chloé pendant le divorce de ses parents. Vous savez, a-t-elle dit, Chloé parle encore de cette soirée à votre dîner d'anniversaire. Elle s'est sentie si mal d'avoir eu du gâteau et pas vous. Elle a dit que ça l'a dérangée pendant des mois après, que vos parents essayaient si fort de la faire se sentir la bienvenue qu'ils en ont oublié de prendre soin de leur propre fille. Elle n'a jamais oublié cette leçon sur le fait de ne pas laisser la gentillesse envers les étrangers se faire au détriment des personnes que nous aimons le plus. Même Chloé, à 14 ans, avait compris que ce qui s'était passé cette nuit-là était mal. Mais vous savez quoi? Je suis en fait reconnaissante que ce soit arrivé, parce que cet anniversaire, aussi horrible qu'il ait été sur le moment, a été le catalyseur dont j'avais besoin pour prendre le contrôle de ma propre vie. Il m'a appris que je ne pouvais pas attendre que les autres me valorisent, je devais me valoriser suffisamment pour exiger mieux. Ma vengeance ne visait pas seulement à me venger de ma famille pour des années de négligence. Il s'agissait de prouver que je valais plus qu'ils ne le réalisaient, plus que je ne l'avais moi-même réalisé. Il s'agissait de créer mes propres opportunités, de construire mon propre système de soutien, et de refuser d'être traitée comme moins importante que je ne le suis réellement. Aujourd'hui, je suis une artiste indépendante à succès vivant à Los Angeles. Mon travail est exposé dans des galeries, j'ai une entreprise en ligne florissante vendant mes œuvres, et des amis extraordinaires qui sont comme la famille que j'ai toujours voulu. Je suis heureuse, épanouie, et confiante d'une manière que je ne l'ai jamais été lorsque je cherchais désespérément l'approbation de mes parents. Ma famille et moi avons de bonnes relations maintenant, mais elles sont basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Ils savent que j'ai des options, que je n'ai plus besoin d'eux comme avant, et cette connaissance les a rendus plus reconnaissants de la relation que nous avons. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré les choses, si j'aurais préféré parler directement à mes parents au lieu de planifier une stratégie de sortie aussi élaborée. Et honnêtement, aucun regret. Parce que leur parler n'aurait pas fonctionné quand j'avais 17 ans. Ils n'étaient pas prêts à entendre ce que j'avais à dire, et je n'étais pas encore assez forte pour le dire efficacement. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de plus qu'ils ne le pensaient, et de plus que je ne le pensais, avant de pouvoir avoir ces conversations honnêtes avec eux. Ma vengeance m'a donné la confiance et l'indépendance dont j'avais besoin pour construire une vie que je voulais vraiment, au lieu d'accepter simplement les bribes d'attention et d'affection que ma famille était prête à me donner. Et le meilleur dans tout ça? Chaque fois que j'accomplis quelque chose de nouveau, chaque fois que j'ai une exposition dans une galerie, que je décroche un gros client ou que j'atteins une autre étape dans ma carrière, je pense à cette nuit où mon père a dit que j'étais ingrate de vouloir une part de mon propre gâteau d'anniversaire. Je n'étais pas ingrate à l'époque, et je ne le suis pas maintenant. Je suis juste quelqu'un qui connaît sa valeur et qui refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste une bonne stratégie de vie. TLDR, ma famille m'a traité comme une pensée secondaire pendant des années, ce qui a culminé par le fait que je n'ai pas eu de part de mon propre gâteau d'anniversaire alors que l'ami de ma sœur en a eu 2. Au lieu de faire un drame, j'ai tranquillement planifié ma stratégie de sortie,
J'ai été admise à l'université avec une bourse complète, et j'ai pratiquement disparu de leur vie jusqu'à ce qu'ils réalisent à quel point ils m'avaient prise pour acquise. Maintenant, nous avons une bien meilleure relation, basée sur un respect réel.